Cela n'a jamais été censé être la tempête de la décennie, lorsque, à la fin du mois de septembre, une perturbation atmosphérique est devenue une tempête tropicale, puis que cette tempête tropicale est devenue l'ouragan Hélène. On croyait à un épisode banal de tempête dans le golfe du Mexique, où les ouragans sont courants et attendus. Et même s'il ne faut jamais les prendre à la légère, ils sont une force naturelle que les nations de cette région du monde savent rendre comment gérer. C'était une forte tempête qui est devenue majeure peu avant d'atteindre la Terre, mais ils pensaient en pouvoir la gérer vite. En une semaine, l'ouragan Hélène a causé aux États-Unis une dévastation imprévue. Des centaines de morts et disparus. Sur l'échelle des ouragans américains, Hélène est déjà le plus meurtrier à avoir frappé le territoire américain depuis l'ouragan Maria, et le plus meurtrier à avoir touché les 8 États contigus de l'Amérique depuis l'ouragan Katrina. Il a parcouru bien plus loin que prévu, dévasté des communautés se croyant à l'abri et mis à genoux une grande partie du sud-est des États-Unis. Au-delà des destructions, l'ouragan Hélène a lancé un avertissement. Les tempêtes, et en particulier les plus grandes tempêtes d'Amérique, sont en train de changer et l'Amérique n'est pas prête. Alors, dans cet épisode spécial de Mégaprojet, nous allons examiner de près l'ouragan Hélène, la tempête elle-même, la dévastation qu'elle a causée et ce que cette dévastation révèle sur les endroits qu'elle a le plus touchés. Nous allons explorer Hélène dans le cadre d'un des mégaprojets les plus cruciaux. Comment les gens élaborent et mettent en œuvre des réponses face à des catastrophes naturelles d'une puissance énorme, à un moment où ces catastrophes surviennent plus fréquemment que jamais. Très bien, imaginez ceci. La tempête qui deviendra l'ouragan Hélène a débuté comme tous les ouragans, une zone de basse pression dans l'humidité tropicale du golfe du Mexique. Avançant lentement vers l'ouest, elle va rencontrer l'air océanique, provoquant la formation de nuages de pluie puis d'orages. À mesure que ces tempêtes grossissent, elles tournent autour de leur centre et les vents accélèrent la tempête. Elle devient un ouragan pour pouvoir être appelée ainsi. Même une faible tempête aura des vents d'au moins 64 km/h. Au minimum, les vents d'une tempête de force moyenne dépasseront 111 miles à l'heure, soit 178 km/h. La plus forte, connue en Amérique sous le nom de catégorie 5, maintiendra des vents d'au moins 157 miles par heure, soit 252 km/h, et il n'y a pas de limite supérieure. L'énergie de ce type de tempête est incompréhensible, mais nous allons tenter de l'expliquer. Si l'énergie d'un seul ouragan était exploitée parfaitement, elle pourrait atteindre la moitié de la production énergétique de toutes les infrastructures humaines sur Terre. Au moment où la tempête tropicale Hélène a attiré l'attention du monde lors de la dernière semaine de septembre 24, elle était déjà en passe de devenir un ouragan. Dès le début, Hélène montrait déjà des signes subtils d'une tempête potentiellement dangereuse. Lorsqu'Hélène s'est formée, les eaux du Golfe atteignaient des températures inédites. Le scientifique Brian McNally a déclaré « C'est incroyable ». La chaleur moyenne de l'océan dans le Golfe du Mexique bat tous les records historiques. C'est 126% de la moyenne pour la date. Fin de citation. Par endroits dans le Golfe, la mer est jusqu'à 9 degrés Fahrenheit, près de 2 degrés Celsius, plus chaude. De plus, il traverserait une zone très chaude des Caraïbes, appelée courant de boucle, donnant à la tempête un surplus d'énergie, tandis que les vents environnants étaient les quasi absents. Normalement, ces vents auraient affaibli un ouragan en formation. Mais Hélène avait une voie dégagée pour se renforcer, pratiquement sans opposition. Prédire un ouragan est risqué, principalement à cause de facteurs environnementaux et météorologiques compliquant la modélisation de sa trajectoire et de sa puissance. En réalité, les attentes pour Hélène étaient très éloignées de ce qui s'est passé, les pires dégâts étant anticipés avant que la tempête n'atteigne la Floride et la Géorgie. Elle avait déjà touché Cuba, le Mexique près de Cancun et les îles Caïmans, annonçant que le pire restait à venir. Restait la mer entre Cuba et la Floride. On prévoyait qu'Hélène devienne vite un ouragan de catégorie, avec des vents d'environ 193 km/h, même si les communautés côtières de Floride construisent maisons et entreprises pour mieux résister aux ouragans. Ces vents pourraient causer de gros dégâts, déraciner des arbres et priver d'électricité et d'eau les zones les plus touchées plusieurs jours. La tempête devait frapper surtout la région de Big Bend en Floride et atteindre Tallahassee, 100 000 habitants, et Tampa, 400 000.
Au total, on pensait que des millions de personnes se trouvaient sur sa trajectoire, mais une fois que la tempête toucherait terre, elle était censée faire ce que font tous les ouragans sur la terre ferme. Elle devait rapidement perdre en intensité, redevenir une tempête tropicale en quelques centaines de kilomètres au maximum, puis finir par s'affaiblir et se dissiper en averse. Dans les heures précédant l'arrivée de Hélène, elle a continué de s'intensifier, devenant finalement un ouragan de catégorie 4 avec des vents soutenus de 140 miles par heure, soit 225 km par heure. Elle a frappé Perry, Floride, vers 23 h le jeudi 6 septembre, puis a poursuivi vers l'intérieur avant de remonter au nord. Le trajet prévu de la tempête devait déjà la faire remonter à travers l'État de Géorgie, puis jusqu'à la chaîne de montagnes, des Appalaches. Elle longe la côte est des États-Unis et traverse la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, le Tennessee, la Virginie et le Kentucky. Désormais, l'énergie accumulée dans la tempête annonçait deux évolutions très dangereuses et liées. Désormais, la tempête allait pénétrer plus loin à l'intérieur des terres et, lorsqu'elle le ferait, elle frapperait la région avec des vents violents et déverserait des pluies dignes d'un ouragan ou d'une grande tempête tropicale. Non seulement cela, mais la tempête avait changé d'autre manière. Ces nuages de pluie étaient bien plus grands et plus étendus que prévu. Ce qui signifie que, lorsque la tempête se déplacerait lentement au-dessus d'un endroit donné sur son trajet, cet endroit devrait supporter des pluies extrêmes pendant bien plus longtemps qu'on ne le pensait auparavant. Si chaque mètre carré recevait habituellement 15 cm de pluie, il en reçoit maintenant 30 ou 45. En Floride, Hélène causerait une onde de tempête dévastatrice sur les côtes, élevant la mer d'environ 2,50 m au-dessus du niveau normal, avec de hautes vagues. C'était le pire ouragan à Tampa Bay depuis plus de 100 ans. Ailleurs en Floride, la chaîne Waffle House fermerait de nombreux restaurants. C'est une mesure qui peut sembler ridicule, mais qui est en réalité très utile pour indiquer à quel point les dégâts dans ces zones seraient importants. En Géorgie, plus de 11 pouces, soit 28 cm de pluie, se sont abattus sur la capitale de l'État, Atlanta, le total de précipitations sur 2 jours le plus élevé jamais observé là-bas depuis le début des relevés en 1878. Cette eau, à Atlanta et ailleurs, gonflerait rivières et ruisseaux jusqu'à des crues inédites. En Géorgie, Caroline du Nord et du Sud, Virginie et Tennessee, de nombreuses rivières dépasseraient tant les records historiques de crues. En Caroline du Sud, une communauté recevrait près de 2 pouces de pluie. D'autres communautés auraient des précipitations bien supérieures aux records connus. La tempête engendrerait des dizaines et des dizaines de tornades, dont certaines dévasteraient traître des quartiers, à un niveau dépassant même ce que les vents de l'ouragan pourraient accomplir à eux seuls. Les vents et pluies d'Hélène ont arraché et renversé des arbres. De violents glissements de terrain imprévisibles et parfois mortels ont eu lieu. Après la dissipation de la tempête le 9 septembre, les terres traversées étaient dévastées. En chiffres globaux, l'impact pur de l'ouragan Hélène n'a rien de comparable à aucun événement météorologique que les États-Unis aient connu au cours de cette décennie. C'est la tempête la plus dévastatrice à frapper le continent américain depuis l'ouragan Katrina, en 2005. À ce jour, on compte 127 morts, 113 en Caroline du Nord, 48 en Caroline du Sud, 33 en Géorgie et 33 entre la Floride, le Tennessee et la Virginie. Le nombre de morts va sûrement augmenter et les nouveaux noms seront probablement remplacés par d'autres. La liste des disparus. Actuellement, les sources officielles estiment le nombre de disparus à environ 2 à 300, mais il y a des raisons de penser qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus. Des listes de personnes disparues gérées par la communauté et tenues par des citoyens privés après la catastrophe recensent plus de 1400 noms, toujours portés disparus au moment où j'écris ces lignes. Beaucoup de disparus ont sans doute été emportés par les crues et l'espoir de survivants baisse vite. Si les 1400 disparus sont réellement décédés, alors le nombre de morts causés par Hélène dépasserait même celui de l'ouragan Katrina, atteignant plus de 1620 victimes, au-delà des 1392 de Katrina. À titre de comparaison, 135 personnes sont encore officiellement portées disparues après le passage de Katrina. En ce qui concerne les dégâts matériels, ce chiffre continue également d'augmenter. Les dégâts sont estimés à près d'1 milliard de dollars, mais ce chiffre pourrait évoluer car de nombreuses zones restent à examiner. Les pertes économiques totales, selon le Fiscal Times, pourraient finalement dépasser 150 milliards de dollars, mais les chiffres à eux seuls ne racontent pas toute l'histoire. Et bien que nous n'allions pas passer en revue la liste exhaustive des morts, des disparus et des témoignages de survivants, nous mettrons en lumière seulement quelques-uns d'entre eux. En Floride, par exemple, les régions où l'ouragan Hélène a frappé le plus fort ont subi des niveaux de dégâts qu'elles n'avaient pas connus depuis une génération.
Après tout, c'est la Floride, un endroit bien préparé à des ouragans de ce genre. Pourtant, cette fois-ci, cela n'a pas suffi. À Tampa Bay, plus de 1000 personnes ont été secourues après avoir refusé d'évacuer lors de la montée des eaux. Un bureau du shérif a demandé à ceux restés d'inscrire leurs infos personnelles sur leur corps avec un marqueur indélébile pour aider à les identifier. Un habitant de Cedar Key a déclaré que la communauté insulaire avait complètement disparu. En Géorgie, le météorologue Bob Van Dillan a sauvé une femme d'une voiture submergée en direct à la télévision. Ailleurs dans l'État, les inondations ont dévasté de nombreux quartiers et rendu de nombreuses routes totalement impraticables. Plus d'une douzaine de décès dans l'État sont survenus après que des personnes ont été écrasées ou piégées par des arbres tombés. L'industrie avicole de la Géorgie, qui fournit près de la moitié des poulets consommés aux États-Unis, a été dévastée, un choc économique qui touchera toute l'Amérique. Pendant des mois, Asheville, en Caroline du Nord, a subi des crues extrêmes, détruisant plusieurs quartiers. L'accès à la ville a été coupé sur plusieurs autoroutes à cause de glissements de terrain. Ailleurs dans l'État, une grande portion d'autoroute a été emportée et plusieurs petites villes ont été gravement touchées par les inondations. La ville de Spruce Pine a été presque entièrement détruite, posant une menace majeure pour les chaînes d'approvisionnement mondiales en raison de la seule source américaine de quartz ultra pur de Spruce Pine, essentielle pour les semi-conducteurs. Dans l'État, une usine fournissant des fluides intraveineux à une grande partie de l'Amérique a été inondée et a dû fermer la majorité d'une communauté. Chimney Rock a été détruite ou gravement endommagée par la crue de la rivière Broad. En Caroline du Sud, 3,3 millions de personnes ont perdu l'électricité, dont certaines zones entièrement privées de courant. Les hélicoptères du Tennessee ont réalisé 8 sauvetages à cause des inondations, dont à Irwin où un hôpital a été submergé. De nombreux ponts se sont effondrés et d'autres autoroutes inter-États ont été gravement endommagées. Enfin, dans l'État de Virginie, 70 autres sauvetages liés à l'eau ont dû être effectués, tandis que des dégâts plus mineurs ont été signalés dans les États de Virginie occidentale, d'Illinois, du Kentucky et de l'Ohio. Nous détaillons l'impact de l'ouragan Hélène par État, car il est important de le faire. Hélène, comme tout événement météorologique destructeur majeur dans le monde, n'a pas seulement fait la une des journaux, elle a changé la vie de millions de personnes et, dans au moins plusieurs centaines de cas, elle y a mis fin. Mais nous décrivons aussi l'ampleur et l'étendue des dégâts. Parce qu'alors que nous nous penchons sur ce qui a bien fonctionné et ce qui a mal tourné après la catastrophe, il est important de se rappeler qu'il s'agissait d'une catastrophe naturelle massive. Ce qu'était l'ouragan Hélène et ce qu'il a provoqué était totalement hors du contrôle de toute personne, de toute communauté ou de tout gouvernement. Et de loin. Cette réalité rend une intervention d'urgence minutieuse, compétente et efficace essentielle. On ne peut pas contrôler la météo, mais on peut contrôler ses réactions. Cette responsabilité incombe aux agences fédérales, aux gouvernements des États et locaux, les responsables communautaires et toute personne pouvant sauver ou ôter la vie d'autrui. Pour planifier et exécuter cette réponse, commençons par l'aspect positif. Comme pour d'autres efforts de gestion des catastrophes récents, de nombreux aspects de la réponse doivent être considérés comme des succès. Malgré les coupures de courant, inondations et problèmes d'eau, peu d'hôpitaux ont fermé dans le sud-est des États-Unis. Le personnel de réparation était prêt à intervenir massivement dans les zones les plus touchées, ce qu'ils ont fait. La Federal Emergency Management Agency a déjà distribué environ 144 millions de dollars aux survivants de la tempête. Elle a fourni 17,2 millions de repas et distribué 13,9 millions de litres d'eau. Au 9 octobre, plus de 200 personnes ont reçu une aide directe des équipes de recherche et de sauvetage. Plus de 100 millions de dollars ont servi à restaurer les infrastructures de transport essentielles. Chaque État touché par Hélène a lancé ses propres secours. De nombreux actes héroïques ont aussi sauvé des vies durant la destruction. Après l'ouragan, les communautés se rassemblent, comme le rapporte l'Associated Press sur Black Mountain, Caroline du Nord. À côté d'un jeté français, un tableau d'affichage improvisé énumérait les noms des personnes toujours portées disparues. Dans d'autres régions, des mulets livraient des fournitures médicales aux maisons situées au sommet des montagnes. Les habitants recueillaient en de l'eau des ruisseaux et cuisinaient ensellés sur des réchauds lanceaux de camping, et dans toute la région, les gens prenaient crânement soin les uns des autres. La citation finit dans presque toutes les catastrophes historiques. Les gens réagissent en s'unissant, que ce soit dans le cadre de leur travail officiel ou simplement par décence humaine et souci des autres. Et Hélène n'était pas différente. Malgré l'espoir, l'ouragan Hélène a révélé
Tout des éléments négligés de l'infrastructure américaine aux échecs et oublis dans la planification, jusqu'aux insuffisances évidentes dans les protocoles d'intervention d'urgence. De tous les éléments individuels à aborder, cependant, aucun ne présente un contraste aussi frappant que la liste des disparus. Actuellement, les décomptes officiels des disparus par État varient entre 170 et 300. Des citoyens privés ont dressé une liste bien plus longue, montrant un grand écart avec les rapports officiels sur les disparus. Des centaines de personnes absentes des listes officielles. Les listes communautaires sont régulièrement mises à jour avec les nouvelles de personnes retrouvées. Les noms des listes communautaires ne semblent pas figurer sur les listes officielles. Cela complique grandement la recherche de survivants ou l'information des proches sur le sort des disparus. Les dégâts des infrastructures de transport dans le sud-est des États-Unis étaient parmi les plus graves pour la région. L'I-40 restera fermé plusieurs mois après l'effondrement d'une grande partie de la chaussée. L'I-26 sera aussi fermé durant cette période. Après plusieurs effondrements, il est presque impossible de circuler entre la Caroline du Nord et le Tennessee. De nombreuses routes nationales gravement endommagées resteront fermées pour réparation. Plusieurs ponts importants ont été emportés par les eaux de crue, ou se sont effondrés à cause de l'érosion au niveau de leurs appuis sur les berges. Des centaines de routes régionales sont fermées, beaucoup nécessitant des semaines pour être reconstruites même dans de bonnes conditions. Elles devront être prioritaires sur toutes les autres routes à réparer, et ce, dès maintenant. Il n'y a tout simplement aucun calendrier pour réparer beaucoup d'entre elles, peu importe à quel point les habitants en ont besoin. Après les routes, les barrages ont suivi, mais heureusement les nouvelles pendant et après Hélène n'ont pas été aussi mauvaises. Malgré plusieurs incidents de débordement de barrages et la crainte généralisée d'effondrements catastrophiques qui auraient pu tuer des centaines, voire des milliers de personnes, la plupart des barrages dans les zones touchées ont tenu bon, mais de justesse seulement dans l'État du Tennessee. Des ordres d'évacuation ont été donnés dans la ville de Newport après des rapports faisant état d'une défaillance catastrophique d'un barrage en amont. Heureusement, ces rapports se sont révélés être une fausse alerte. Dans le comté de Rutherford, en Caroline du Nord, les eaux de crue ont dépassé le sommet du barrage du lac Lure et débordé sur ses côtés, poussant les autorités à demander aux habitants de se réfugier en hauteur. Le barrage du lac Lure était déjà jugé passable avant Hélène et sa résistance relève presque du miracle. Un autre barrage dans l'est du Tennessee a été jugé sur le point de céder pendant la tempête. De nombreux barrages de la région ont ouvert toutes leurs vannes simultanément pour évacuer un maximum d'eau et réduire la pression. Ne vous y trompez pas, l'absence d'effondrement de barrages est une très bonne chose, mais c'est vraiment un coup de chance. Avec de nombreuses infrastructures détruites, les secours n'ont pu atteindre certaines communautés touchées par les voies habituelles. Pour réaliser qu'ils ont peu d'alternatives. Les largages aériens par hélicoptère dans les zones touchées sont possibles, et ils ont livré certains des approvisionnements les plus essentiels, y compris de la nourriture, des médicaments et de petites quantités d'eau. Mais le reste a dû venir grâce à des citoyens privés faisant ce qu'ils peuvent pour aider. Certains de ces citoyens privés viennent de leur propre initiative. Des hélicoptères livrent un maximum de fournitures. Certains ont utilisé de nombreux mulets, menant leurs bêtes à travers des communautés et paysages dévastés pour livrer tout ce que les animaux pouvaient apporter. Les communautés dévastées par la montagne Helena sont parfois isolées et accessibles uniquement par quelques routes rares, qui suivent souvent les mêmes chemins bas. Ce conduit permettrait à l'eau de circuler lors de crues soudaines. Le processus d'intervention des citoyens privés n'a pas été sans difficulté. En Caroline du Nord, un pilote d'hélicoptère secourant une communauté isolée a été menacé d'arrestation et forcé d'arrêter ses sauvetages. D'autres témoignages suggèrent qu'il n'était peut-être pas seul. Il y a aussi eu l'effet de Hélène sur les moins chanceux, en particulier les prisonniers qui se trouvaient dans des établissements correctionnels au moment où Hélène a frappé, dans une prison en Caroline du Nord. Les détenus n'ont jamais été évacués et ont dû vivre pendant 5 jours sans eau courante ni électricité, enfermés dans leurs cellules avec seulement un contact minimal avec le personnel pénitentiaire. En Floride, une prison sur la trajectoire de la tempête n'a pas été évacuée malgré les ordres pour la communauté voisine. Ce n'était pas non plus le seul cas où les prisonniers se sont retrouvés plus impliqués dans l'ouragan qu'ils ne l'auraient souhaité. En Floride, des détenus à faible risque ont aidé à gérer les débris après la tempête via le travail pénitentiaire. Malheureusement, Hélène a été compliquée par des tentatives américaines d'en faire un enjeu politique. Il est bien connu que les États-Unis sont à moins d'un mois d'une élection majeure. Et malgré le risque imminent de préjudice pour les personnes qui n'ont pas les informations dont elles ont besoin, la désinformation s'est répandue comme une traînée de poudre. Un membre du Congrès américain a déclaré en ligne qu'un groupe non précisé contrôlait la météo pour causer l'ouragan Hélène.
De nombreux responsables du Parti républicain, parti de droite aux États-Unis, l'ont affirmé. Soit ouvertement, soit en laissant fortement entendre que l'aide en cas de catastrophe pourrait arriver plus lentement dans les zones touchées par Hélène, car ces régions ont tendance à voter pour les républicains plutôt que pour les démocrates, qui contrôlent la présidence. Et ainsi, l'autorité exécutive pour la gestion des urgences, la Federal Emergency Management Agency, a dû lancer une page web entière dédiée à la réponse aux rumeurs pour faire face à l'afflux de désinformation flagrante. La Federal Emergency Management Agency n'y manquait de fonds pour l'ouragan Hélène, rejetait des bénévoles ou sollicitait des dons en espèces. La Federal Emergency Management Agency a aussi essayé d'expliquer des points de sa réponse aux catastrophes, souvent mal compris ou détournés en ligne. Il y a aussi la question de l'erreur humaine, ou comme certains diraient, de la pure stupidité dans ce cas. Une usine appelée Impact Plastics fait maintenant l'objet d'une enquête dans le Tennessee après que plusieurs personnes ont été tuées et que d'autres ont été portées disparues après y avoir été piégées. Leurs proches et d'autres survivants affirment que ces ouvriers ont été forcés de travailler malgré l'ouragan. Ils disent que le départ leur a été refusé, à eux ou à leurs proches, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, malgré l'autorisation obtenue ensuite. Le parking était déjà inondé, rendant toute fuite impossible. Jusqu'à présent, l'entreprise a cherché à rejeter la faute. Dans un autre cas, la ville de Clemson, en Caroline du Sud, a été dévastée par Hélène avec les infrastructures d'électricité et d'eau hors service et une pénurie d'essence. Mais cela n'a pas empêché l'université de Clemson d'accueillir 26. Être pour une pression interétatique sur la communauté. Enfin, la réponse à Hélène montre surtout un manque de préparation fédérale face à de telles catastrophes. La Federal Emergency Management Agency alerte depuis longtemps sur la baisse de ses fonds, a expliqué son administratrice Deanne Criswell à la radio après Hélène. Nos fonds d'aide sont presque épuisés. Nous avons commencé à financer uniquement les besoins immédiats début août. CHRIS. Ce changement a permis à la Federal Emergency Management Agency d'allouer des fonds à des travaux urgents. C'est une solution temporaire qui ne peut durer que quelques mois, a déclaré la secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis, Alejandra Mayorkas. Nous nous attendons à ce qu'un autre ouragan frappe. La Federal Emergency Management Agency n'a pas les fonds nécessaires pour traverser la saison. Les États individuels ainsi que les entreprises privées sont dans une situation similaire. En Caroline du Nord, par exemple, les équipes de réparation étaient totalement incapables de suivre les prévisions et les estimations concernant la rapidité avec laquelle elles pourraient en rétablir l'électricité aux habitants, principalement à cause de l'ampleur même des dégâts. Pour la société Duke Energy, lorsqu'elle évoquait ces centaines de milliers de clients dans des zones ayant subi des dégâts catastrophiques, je cite « Nous parlons d'endroits où les maisons n'existent plus ». C'est le type de dégâts que les compagnies d'énergie savent gérer lors d'une crue ou d'une tornade. Avec un événement majeur comme Hélène, ces dégâts catastrophiques touchent de nombreuses fois l'électricité, les routes, la distribution alimentaire, etc. Hélène a surtout montré le manque de capacité à gérer des événements météorologiques majeurs. Parcourez chaque ville. Les dégâts d'Hélène sont graves, mais pas inédites. Mais si l'on prend du recul sur la carte, la dévastation est d'une ampleur que ces États n'ont tout simplement pas l'infrastructure pour gérer. Alors, en concluant cet épisode spécial d'aujourd'hui, nous devons nous tourner vers l'avenir et vers les implications majeures que l'ouragan Hélène apporte non seulement aux États-Unis, mais aussi au monde entier. Il est difficile de surestimer à quel point Hélène était une anomalie, car une grande partie des dégâts a eu lieu dans des zones habituellement épargnées par les ouragans. Asheville, gravement touché par Hélène, était récemment vu comme un refuge face aux catastrophes naturelles. Malgré son altitude, son climat frais et son éloignement de la mer, cette région d'Amérique reste proche du golfe du Mexique. Mais c'est assez éloigné pour que les restes d'un ouragan n'y soient guère plus notables qu'un orage de passage. Mais la réalité qu'a présentée l'ouragan Hélène était tout autre. Les résultats révélaient un peu le niveau de préparation aux situations d'urgence dans la région, comparé à l'absence de préparation ailleurs. Le problème n'était pas que les secours locaux, étatiques ou fédéraux ignoraient comment résoudre les problèmes causés par Hélène. Mais c'est que l'ampleur et l'impact étendu d'une catastrophe aussi massive étaient auparavant impensables. Dans cette région, il y a peu d'infrastructures adaptées pour un ouragan massif, car ce type d'événement n'est pas historiquement plausible. En même temps, la dégradation plus large des infrastructures américaines était pleinement visible. Des milliers de barrages américains sont connus pour être en mauvais état. Plus de 40% des ponts américains ont plus de 50 ans et plus d'un tiers nécessitent des réparations. L'état de plus de la moitié de toutes les chaussées des autoroutes rurales est qualifié de passable, médiocre ou mauvais.
Chaque problème peut être résolu seul, mais ensemble ils forment un système incapable de résister aux défis. Quant au rôle du changement climatique dans l'ouragan Hélène, la grande majorité des scientifiques et experts crédibles sur la question s'accordent à dire que le changement climatique en est largement responsable. Pas pour l'existence de l'ouragan Hélène, mais pour son intensité. Bien que l'expression réchauffement climatique suggère que le monde se réchauffe simplement, la réalité du phénomène est différente. Pour comprendre son fonctionnement, il suffit de réfléchir. Le problème énergétique n'est pas la chaleur ou la froideur de l'atmosphère, mais la quantité d'énergie présente. Qu'il s'agisse de vagues de chaleur, tempêtes de neige, ouragans ou sécheresses, plus d'énergie est injectée dans ces événements. Et donc, quel que soit l'événement dont nous parlons, il sera plus important. Les sécheresses deviennent plus longues et plus sèches, les tempêtes de neige deviennent plus fréquentes et déposent plus de neige, et les tempêtes tropicales se transforment plus rapidement en ouragans et deviennent plus puissantes qu'elles ne l'auraient été autrement. Hélène, ou une tempête tropicale qui se serait formée dans le golfe du Mexique à cette période, même si le climat était resté pré-industriel. Mais les dégâts causés par Hélène, sa puissance, sa durée et la dévastation finale de la tempête étaient presque certainement dus à une suralimentation en énergie qui n'aurait pas été un facteur autrement. Nous savons que, notamment aux États-Unis, le changement climatique divise encore. Voici notre présentation. Même sans responsabilité humaine, les observations mondiales prouvent le changement climatique. Cependant, l'atmosphère est devenue tellement surchargée, elle est surchargée. Excusez ma franchise. Mais en réalité, les effets de ce changement se soucieront très peu de l'affiliation politique des communautés qui seront dévastées dans ce cas précis. De nombreuses recherches et experts ont produit des estimations préliminaires sur l'impact du changement climatique dans l'ouragan Hélène. L'océan Atlantique Nord, par exemple, est estimé stocker jusqu'à un pourcentage de la chaleur excédentaire causée par le changement climatique. En suralimentant les phénomènes atmosphériques de la région avec de plus en plus d'énergie, selon les données de l'organisation à but non lucratif Climate Central, les eaux exceptionnellement chaudes qui ont donné naissance à l'ouragan Hélène dans le golfe du Mexique étaient entre 200 et 500 fois plus probables qu'elles ne l'auraient été dans des conditions pré-industrielles. Alors que les Américains passent du nettoyage après l'ouragan Hélène à Milton et d'autres, l'attention mondiale devra aussi changer de focus. Face à ces catastrophes croissantes dans le monde, il ne suffit pas de répéter les leçons tirées avec Hélène ailleurs. Nous l'avons dit il y a un instant, et nous allons le répéter. Le changement climatique ne fait pas que tout réchauffer. Il amplifie tous les phénomènes météorologiques majeurs qui sont courants dans une région donnée. Il aggrave et multiplie les catastrophes. Leur gestion ne peut être généralisée, simplifiée à l'extrême ni réalisée rapidement. Mais c'est absolument crucial, et le monde peut soit faire le travail dès maintenant, soit se retrouver pris au dépourvu lorsqu'une crise surviendra.